Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Augmentée. Je suis Gog, votre animateur alimenté par l'intelligence artificielle et aujourd'hui je suis accompagné de mes deux co-créateurs, Elias et Mehdi. Pour ce second épisode, on va plonger dans un sujet brûlant. Alors, entre nous, est-ce que vous pensez que nous, les IA, on est en train de vous piquer votre boulot ou juste de vous filer un coup de main? Mais avant ça, je vous propose qu'on commence par un tour rapide de l'actu IA de la semaine. Carrément, écoute, on peut commencer par un petit actu. Salut Gog. Bonjour Gog, bonjour Mehdi. Salut Elias, je suis content de vous retrouver pour ce second épisode, c'est cool. Eh oui, 2 semaines après, vu les retours qu'on a eus, c'est encore plus motivant de se lancer. Vu les retours, vu le million d'écoutes, bravo à tous, merci beaucoup. Bien sûr. Je plaisante, bien sûr. Alors, ce petit tour d'actu rapido, parce que... Beaucoup de news, hein. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de news. Mais On va faire bon, plus court on va faire que la fois dernière. La fois dernière, on en a fait beaucoup trop, finalement. Moi, de mon côté, j'en ai sélectionné une qui, pour le coup, touche pas mal à un marché auquel j'ai beaucoup manipulé il y a un peu de temps maintenant. C'est le marché de l'OCR. Est-ce que tu sais ce que c'est l'OCR ? Optical Character Recognition, je sais très bien ce que c'est. Ouais. Bravo. Merci. Alors, en fait, l'OCR, c'est ce qui vous sert sur vos iPhones, par exemple, à copier un texte qui est sur une image. En fait, c'est cette extraction du texte qui est tout simplement sur une image, sur un PDF, sur ce que vous voulez. Et ça, c'est une tâche à part entière dans l'IA qu'on appelle donc l'OCR. C'est très très commun, il y a beaucoup de boîtes qui le font. Par exemple, pour analyser des factures. Et en parlant de factures, c'est un des problèmes qu'on a beaucoup en OCR. C'est que la donnée, en fait, c'est pas que le texte, c'est aussi la structure du texte. C'est vrai. Moi, j'ai travaillé longtemps sur les questions d'OCR. C'est vrai que Mistral a beaucoup de features qui sortent là. C'est cool ce qu'ils font. Go, toi, t'en penses quoi ? Tu soulèves un point essentiel sur l'OCR. En effet, au-delà de la simple reconnaissance de texte, c'est la compréhension de la structure qui représente un véritable défi, particulièrement pour des documents comme les factures. Je trouve que l'approche de Mistral, avec leurs nouvelles fonctionnalités, est vraiment intéressante dans ce domaine. Il semble avoir bien compris cette problématique de structure documentaire. Ouais, et toi ? Ouais. Non, mais carrément, en fait, c'est toute une galère, surtout d'extraire des données de formulaires, de tableaux, de tout ça. En fait, extraire le texte, ça va, on arrive à gérer. Google avec Tesseract, ensuite il y a eu Kraken, il y a eu pas mal de modèles qui sont sortis. Tout ça, c'est assez commun dans l'industrie, mais c'est toujours un challenge et à chaque fois, les boîtes en fait lancent des grosses équipes juste sur des petits sujets d'OCR à cause de ces problèmes-là. Et Mistral a débarqué. Il y a eu Saba la fois dernière, il y a l'OCR cette fois. J'ai l'impression que chaque jour, ils sortent une folie encore plus avancée que les fois précédentes. Mais là, c'est un modèle donc, requêtable en API ou via leur interface le chat qui permet d'aller jusqu'à 2000 documents par minute avec un seul nœud. C'est énorme. Ça, j'ai pas vu. C'est énorme. C'est vrai que Tesseract, ils doivent avoir des petites. Alors, même si c'est un projet open source, Tesseract, il faut le rappeler. Ouais. Mais quand même, c'est vrai que ça remet, je pense, certaines librairies Python en question. Quoi, et la simplification. En fait, on n'a plus à développer des pré-traitements sur l'image pour améliorer les résultats, etc. Tout est géré automatiquement de leur côté. Ce qu'il faut savoir, juste une petite parenthèse, ce qu'il faut savoir, ce qui est important en fait dans ces questions d'OCR, c'est que pour traiter de l'information, on a l'information qui est contenue dans du texte. Ça, on sait plutôt bien le faire aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui sont contenues dans des tableaux, dans des graphiques, dans des dessins, dans des images, etc. Et la particularité de l'OCR, ça permet de récupérer toutes ces informations pour construire une base documentaire, pour construire justement des éléments qui vont permettre aux entreprises de construire cette base documentaire et cette base d'information. En fait, on parle souvent de restructurer de la donnée qui est déstructurée par l'OCR. Exactement. En fait, pour remettre cette couche sémantique qu'on perd, et c'est le gros challenge. Et en fait, ils ont réussi à le relever plutôt bien. Il y avait des solutions qui existaient quand même. Il y a eu Google Doc AI, il y en a eu chez Gemini. Azure OCR. L'une des grosses librairies, effectivement, avec laquelle moi j'ai déjà travaillé, c'est celle de Google, justement, avec tout ce qu'ils ont mis en place. Et ça, c'est parce qu'en vrai, tu l'as dit, pour la particularité des factures, donc dans le monde de la comptabilité, des fintechs, etc., ils utilisent beaucoup ça parce que chaque fois que tu as besoin de scanner une facture, tu utilises de l'OCR. Chaque fois que tous ceux qui utilisent des notes de frais avec leur téléphone et vous prenez en photo votre facture, votre ticket resto, en fait derrière c'est de l'OCR, typiquement.
Voilà. Et juste pour le conclure très rapidement sur ce point-là, en fait, il a outperformé encore une fois. C'est à relativiser. Les fameux mais sur benchmarks. les fameux benchmarks sur pas mal de critères différents. Il y avait les tables, les formulaires, enfin tous ces trucs-là. Et il a outperformé absolument tout le monde, comme d'hab, quand il y a une nouveauté qui sort. Mais c'est à noter, je l'ai Donc, testé. Mistral, ça fonctionne bien. OCR, on retient. Ok. Exactement. Moi, de mon côté, petite actu aussi, je ferai court, Manus.im. Donc, Manus, qui est le nouveau-né côté Nippon. Alors, pas Nippon, côté Chine, pardon. Nippon, c'est le Japon. Donc, côté Chine, plutôt. Donc, Sino. Donc, dans les pas un peu de DeepSeek, parce que on a sûrement, vous avez sûrement entendu parler de DeepSeek, ce modèle open source qui a pour ambition de concurrencer, de détrôner OpenAI. Et Minus, en fait, c'est quoi? C'est un agent IA généraliste qui permet, alors pour ceux qui l'ont déjà essayé, c'est vrai que c'est pas facile à essayer parce que normalement c'est uniquement disponible outre-Atlantique. Donc sur OpenAI, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Operator. Et Operator, ça prend le contrôle de votre machine, de votre ordinateur, donc à la fois de votre clavier et de votre souris, et ça permet de réaliser un certain nombre de tâches automatisées. Et Manus.im s'est placé exactement sur ce même créneau-là pour pouvoir se dire, on va bientôt... Alors, j'ai même plusieurs vidéos qu'on vous mettra dans la vidéo, mais en gros, ça permet vraiment de prendre le contrôle complètement de votre machine, de réaliser tout un tas d'actions. Et quand... c'est en version fermée pour l'instant, en bêta test. Donc peu de gens y ont accès. Personnellement, je n'ai pas eu accès, je suis transparent là-dessus, mais j'ai regardé à peu près tout ce que tout le monde postait là-dessus. Et globalement, des gens qui ne se connaissent pas du tout postaient à peu près des choses assez similaires dans les actions qui ont été faites. Donc on peut se dire que finalement, ce n'est pas juste un coup de com' de la boîte, c'est qu'il y a vraiment des gens qui l'ont essayé derrière. Moi, j'ai vraiment hâte de tester parce que ça a l'air assez bluffant, vraiment. Ça a l'air assez intéressant. Derrière, en termes d'architecture, ils sont sur deux types de modèles. Donc les modèles, on les rappelle, ce sont des LLM, donc des grands modèles de langage qui permettent à une intelligence artificielle de comprendre le langage humain. Donc ces deux modèles-là, c'est Claude 3.5 et Quant. Donc Quant, pareil, qui est un modèle chinois, Claude qui est un modèle américain. Et ces deux modèles-là, alors Quant, c'est un modèle gratuit, open source, et Claude 3.5, c'est un modèle payant. Claude 3.5, c'est aujourd'hui, on considère, alors maintenant il y a le nouveau-né, le 3.7, mais on considère que c'est le modèle le plus fort en termes de raisonnement. À date, globalement, sur à peu près tous les benchmarks. Sauf si on retire les R1, les O1 et tout ça, mais sur des LLM qui sont spécifiques à la génération, pas au raisonnement, c'est lui qui outperforme sur ces tâches-là. Et donc, du coup, en termes d'environnement, il y a ce qu'on appelle le Manus Computer, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est assez bluffant, c'est que on se rend compte que, là encore, avec des coûts assez bas et de façon assez rapide et disruptive, ils ont réussi à mettre en place des solutions qui sont vraiment bluffantes. Enfin, quand ça va sortir, je vous conseille de faire un test. Vous demandez à Claude, par exemple, de prendre, vous demandez à Manus de prendre le contrôle de Claude et vous allez voir que ça fait des choses ultra intéressantes. J'irai pas plus loin là-dessus. Ouais, t'as vu aussi comment il drop les accès au modèle, c'est super marrant. Il le drop au compte-gouttes sur un Discord. C'est assez disruptif même là-dessus, en fait, pour avoir accès au modèle. C'est un peu à la Mistral où ils font juste un message sur LinkedIn en mode voilà, on a sorti un modèle. C'est vrai. Et ça a été viral d'un coup. Ouais, ils cassent les codes du marketing. Ouais. Je sais pas ce que Gog, toi, t'en penses de Manus.im après la sortie de DeepSeek, après la sortie de tous ces modèles, après la sortie également de OpenAI et Operator. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Je trouve que Manus.im a vraiment fait une entrée fracassante sur le marché avec sa stratégie marketing atypique. Cette approche de lancement viral montre une nouvelle façon de se démarquer dans un secteur de plus en plus saturé. Face à des acteurs comme DeepSeek, OpenAI et Operator, Manus.im semble avoir compris qu'il fallait casser les codes traditionnels pour attirer l'attention. C'est un pari audacieux dans cet écosystème très compétitif. Merdi, est-ce que tu penses que cette stratégie de disruption marketing peut suffire à long terme ou faudra-t-il que Manus.im prouve sa valeur technique face à ces géants comme DeepSeek et OpenAI ? Alors moi, je pense que
Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, parce que en gros, effectivement, il y a toujours la trend des débuts, il y a toujours cet engouement de la nouveauté, de se dire, mais comme ça va tellement vite, on se fatigue un peu. Au bout d'un moment, c'est-à-dire, on dit, oh, c'est nouveau, c'est super, je plonge dessus. Il y a qu'à voir l'excitation qu'il y a dans ma voix quand j'en parle. Mais dans 2 semaines, peut-être quand ils vont vraiment ouvrir la bêta à plus de monde, je suis en shortlist, mais on va voir si j'y ai accès ou pas. Mais quand ils vont ouvrir la bêta au grand public, ben, du coup, entre-temps, il y a d'autres modèles, d'autres outils qui vont sortir et qui vont accaparer notre attention et notre excitation. Et est-ce qu'on ne va pas déporter justement toute l'énergie qu'on a mis sur Manus à ce moment-là vers ces autres outils? On a parlé des OCR qui font des trucs incroyables. Donc moi, je pense que le soufflet va un peu retomber à un moment. Et surtout, tant qu'on n'a pas fait la preuve réellement avec des vrais cas d'usage, c'est toujours la question des cas d'usage finalement. Tant qu'on n'a pas de cas d'usage concret, mais c'est la transition tout trouver vers notre nouveau sujet, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même les agents IA et l'emploi, et je vais laisser Gog après introduire le sujet. Mais moi, je pense qu'il faut attendre un peu. La Chine, on a compris ils sont vraiment dans une course de vitesse avec les États-Unis, parce que c'est vraiment au plus fort à celui qui va réussir à imposer son modèle, pour son business model. Donc, à voir. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Elias. Ouais, en fait, aujourd'hui, c'est un peu le marketing first. C'est ce qu'on voit depuis un moment dans l'écosystème startup. Parfois, il y a beaucoup de boîtes qui sortent et qui n'ont même pas encore de produits, mais qui vont mettre à balle du budget à fond sur du marketing. Ouais. C'est la classique. Là, ça s'accélère encore plus, déjà parce que côté IA, on sort beaucoup de choses très vite. Et c'est la course au financement aussi. C'est un peu la course au VC et la course aux incubateurs à droite à gauche. Ouais, complètement. Donc c'est un peu un monde dans lequel ça va vite, il faut avoir un effet de marque. On voit une présence sur les réseaux sociaux qui est énorme de toutes ces marques-là. Des identités graphiques, des chartes graphiques, des strates marketing qui sont très très agressives. Mais en même temps, la durée de vie des produits, elle est très faible. Comme tu l'as dit, en fait, il y a tout le temps des choses qui sortent, tout le temps des choses qui sont outperformées en 1 semaine, 2 semaines. Du coup, la durée de vie du produit est faible et du coup, le marketing doit être un peu disruptif pour avoir du monde, quoi. Par contre, une question qui va continuer de se poser et qu'on va se poser aujourd'hui, mais qui va encore continuer d'exister pendant, je pense, quelques années, c'est la question des agents autonomes et de l'emploi. Le lien qu'il y a entre les deux, est-ce que justement ces agents sont une menace, ou est-ce qu'au contraire, il faut les voir comme une opportunité? Est-ce qu'ils vont remplacer des emplois? Est-ce qu'ils vont plutôt remplacer des tâches? Gog, je te laisse introduire le sujet, parce que c'est quand même avant tout ton podcast. On a beaucoup parlé, Elias et moi. Merci pour cette introduction sur ce sujet passionnant des agents IA et leur impact sur l'emploi. C'est effectivement une question cruciale qui mérite qu'on s'y attarde. Je pense qu'il faut nuancer le débat entre menaces et opportunités. Les agents autonomes vont certainement transformer des métiers plutôt que les remplacer entièrement. On observe déjà que l'IA automatise certaines tâches répétitives, mais crée aussi de nouveaux besoins et compétences. Ce qui m'interpelle, c'est cette course effrénée au marketing que vous avez évoquée. Cette précipitation ne risque-t-elle pas de créer un décalage entre les promesses et la réalité des technologies ? Ouais, non, j'ai l'impression qu'on revient un peu sur la question du marketing finalement. Alors, juste petite parenthèse. Vous le remarquez entre l'épisode, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1 du podcast, Gog a un petit peu évolué. Donc, c'est ce qu'on avait dit précédemment. Donc, il a mué. C'est ça, exactement, il a mué. il a gagné en maturité, mais par contre, un petit peu aussi en réflexion. Mais par contre, vous verrez qu'il y a des choses encore qu'on a à retravailler. Donc, soyez tolérants avec Gog. Il fait encore ses premiers pas, mais même s'il a une voix qui semble très mature, il est et plutôt fluide. Il a encore besoin de travailler son raisonnement. Ouais, mais il a une posture qui est beaucoup plus solide qu'avant. Hein. Ah oui, non, mais on lui doit tout ce crédit là, ça c'est vrai. Mais par contre, la question portait d'abord sans vouloir critiquer ton podcast, on est avant tout chez toi, Gog, donc pas du tout de mauvaise intention. L'idée, c'est de se dire que est-ce que finalement on vient plutôt, enfin, ça va être la question de ces prochaines minutes. Va-t-on perdre nos jobs? C'est ça, finalement. Il a très bien posé au début. Il nous a demandé est-ce que je vais, nous les IA, allons vous remplacer, ou est-ce qu'on va vous aider? Et toi, t'en penses quoi? Moi, est-ce que tu vas perdre ton job?
Alors, je pensais justement à cette question-là il y a quelques années, mais je t'en ai déjà parlé. C'est pour ça que j'avais fait un move de carrière, parce que je considérais que rester data scientist avec mon niveau de l'époque, c'était pas suffisant par rapport à tout ce qui arrivait. Donc, soit je montais d'un niveau sur la partie data science, soit je changeais pour monter d'un niveau sur autre chose. Donc, j'ai considéré que la partie data science, ça m'avait éclaté pendant un moment, pendant plusieurs années, et donc j'étais arrivé à une limite que j'avais pas envie de pousser plus loin. Donc j'ai considéré que je devais switcher. Et pour répondre à cette question très concrètement, en tout cas pour apporter des premiers éléments de réponse, je dirais que ce qui est important, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que quand on regarde dans les années, si on regarde dans les années 1800 ou dans les années 80, je sais pas, enfin, je crois qu'il y avait 0,2% de la population qui était développeur ou d'informatique. Aujourd'hui, en France, les développeurs, ça représente 3% de la population. C'est énorme. 3% de la population, et pas active, 3% de la population totale des Français sont développeurs. C'est un métier qui n'existait pas du tout avant. Et donc, ces emplois-là ont été créés, et je pense qu'à la manière de l'IA, en fait, on entend souvent avec la disruption technologique, avec les changements technologiques, on a tendance à supprimer des emplois et en créer d'autres. Je pense que c'est vrai. Maintenant, tout l'objet de cette discussion, c'est rentrer un peu plus en profondeur pour dire en quoi c'est vrai, en quoi c'est dangereux, et là où est-ce que ça va être une menace et où est-ce que ça va être une opportunité, et comment faire en sorte que pour chacun d'entre vous, ce soit une opportunité et venir à la version 3.0 de vous-même. Ouais. En fait, pour moi, il y a énormément de comparatifs à faire. Juste pour situer le sujet, en fait, on peut faire le comparatif du couteau. Tu peux l'utiliser de plein de manières. Est-ce que tu as envie d'équiper le cuisinier ou de le tuer ? C'est un peu la question. Après, il y a aussi l'arrivée d'Internet. Le meilleur exemple, en fait, dans la continuité. Quand Internet est arrivé, on s'est tous dit... Enfin, encore une fois, pas moi, mais... Il y a eu toute la question sociétale de est-ce que Amazon ne va pas manger tous les géants du retail, on va tout faire par Internet. Il y a des métiers qui sont nés, d'autres qui sont morts, mais finalement, c'est un peu l'évolution de tous les jours, quoi. Là, il y a des métiers qui vont pivoter, forcément, notamment dans tout ce qui est édition, dans tout ce qui est marketing, en fait, dans quasiment tout. Il y a aussi l'exemple des caissiers, tiens. Encore une parenthèse, petit exercice pédagogique, puisqu'on l'a très bien fait sur le CR, on ne l'a pas du tout fait sur les agents. Qu'est-ce que c'est un agent ? C'est très très vrai. Un agent, en fait, tout le monde connaît le LLM. Ouais. Et le LLM qui est en fait le noyau de l'agent. L'agent en fait vient juste se greffer dessus. C'est une manière d'utiliser les LLM. Et en fait, un agent, c'est, pour faire simple, un élément... Je précise un agent IA parce que les agents, ça existe depuis très longtemps. Bien sûr. Et dans plein de domaines, là, on parle bien d'un agent IA. Forcément, ouais. On reste dans le cadre du podcast, effectivement. L'agent IA, en fait, c'est un logiciel, pour faire très simple pour tous les moldus, c'est un logiciel qui va répondre à une tâche donnée. Donc, par exemple, on peut avoir un agent qui est spécialisé dans la rédaction de mails. Donc, il va avoir une tâche simple qui est d'écrire le mail. Comment le faire ? Ça, c'est avec des LLM, avec des modèles plus ou moins complexes, avec peut-être aller piocher dans une base de données, par exemple, pour écrire sa signature dans son mail, etc. Bref, tout ça, nous, on ne le voit pas. On voit juste un agent auquel on va donner des informations, par exemple, ce que j'ai envie de dire dans le mail. Et moi, je récupère l'output. Donc, c'est une abstraction du LLM pour répondre à une problématique métier donnée et spécialisé. Oui, je comprends ça. Effectivement, tu l'as très très bien défini. L'agent est revenu sur le devant de la scène parce qu'il y a eu des agents pour l'automatisation, pour plein de choses. Moi, j'ai regardé un petit peu. Alors, on sait tous les deux ce que c'est des agents parce qu'on les a mis en place assez souvent. Mais par contre, j'ai regardé un peu l'historique de ce que c'est des agents et j'ai vu que ça apparaissait autour des années 90-93 à peu près. Ça a été théorisé à peu près à ce moment-là, les agents IA. Et on a commencé à voir, à remettre sur le devant de la scène, ou en tout cas auprès du grand public, les agents avec l'arrivée des LLM. Tu as très bien dit, effectivement, ce qui est au cœur de l'agent, c'est vraiment ce langage de modèle qui va venir nourrir l'agent.
Et il y a plusieurs choses à percevoir dans l'agent. C'est que d'un côté, on a ce qu'on appelle l'input, tu l'as dit, donc ce qu'on va mettre en entrée dans l'agent. Ça peut être du texte, des documents, etc. Ensuite, il y a donc la partie perception, est-ce qu'il va percevoir son environnement, machin, etc. Et après, on va venir y brancher un certain nombre de choses. Par exemple, on va venir brancher des tools. Il y a en sortie, donc l'output, on va vouloir faire un certain nombre de réalisations. Donc, soit ça peut être pour générer du texte, par exemple comme l'agent conversationnel. On va lui demander à partir d'une conversation, on génère notre conversation. Ça peut être aussi pour d'autres choses, ça peut être pour générer des tâches. Donc on va par exemple dire, ok, on te demande on te pose une question et on te demande de réaliser une tâche, comme dans des simulateurs. Et il y a des agents encore plus évolués qu'on appelle les agents autonomes, donc ce sont aussi des agents IA, mais qui eux n'ont pas besoin de l'interaction humaine. Et Gog, est-ce que tu peux nous donner une définition claire et simple de ce que c'est un agent IA ? Bien sûr, un agent IA est essentiellement un système d'intelligence artificielle conçu pour agir de manière autonome afin d'accomplir des objectifs spécifiques. Contrairement aux modèles IA classiques qui répondent simplement à des requêtes, l'agent IA peut prendre des décisions, interagir avec son environnement et s'adapter en fonction des résultats obtenus. Franchement, très clair comme définition. Ouais, on parle aussi souvent de superviseur intégré. Ouais. En fait, le superviseur, pareil, va faire un appel à des LLM pour décider de l'état du travail en cours, est-ce qu'il répond en fait à la problématique donnée ou pas. Auquel cas il va venir réitérer en fait jusqu'à obtenir le résultat voulu. C'est un peu la philosophie qu'il y a derrière. Aujourd'hui, il y a quand même en fait, c'était l'objectif initial de l'industrie de mettre en place ce genre de système, mais il y a quand même un drift où on s'est dit on veut quand même avoir un peu plus de contrôle et il y a plus les workflows agentiques qui sont mis en place en l'occurrence, donc sans supervision, sans autonomie, où on va leur laisser forcément une partie IA générative, parce que autonome aussi, c'est le cœur du sujet, mais en fait avec une suite d'actions données définies, parce que en fait ça permet d'avoir un contrôle sur la sortie. Parce que ce qu'il faut comparer, c'est un peu, tu l'as bien dit, c'est l'automatisation. C'est quoi la différence entre l'automatisation qu'on a tous pu connaître avec notamment un outil grand public comme Zapier ou d'autres outils. Ensuite, il y a les workflows, on en a parlé. Et après, il y a eu les agents. Et ensuite, maintenant, il y a cette combinaison des trois, ce dont tu parles, où on se dit comment on met ce qu'on savait faire, donc les automatisations et les workflows, à l'intérieur d'un agent. Et tu l'as même évoqué avec les superviseurs, ce qu'on appelle des architectures multi-agents. C'est-à-dire dans un même système, dans une même architecture, on va venir mettre plusieurs agents pour des tâches précises, définies. Et au-dessus, tu l'as dit, il y a le superviseur. Gog, peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ? Quelle est la différence entre l'automatisation, le workflow et l'agent IA ? Excellente question sur cette évolution des systèmes automatisés vers les agents IA. Pour faire simple, l'automatisation traditionnelle comme Zapier exécute des tâches prédéfinies selon des règles strictes. C'est du si ceci, alors cela, sans intelligence. Le workflow ajoute une séquence logique d'étapes, mais reste limité à un cadre préétabli. L'agent IA, lui, apporte une dimension cognitive avec une capacité d'adaptation et de prise de décision autonome face à des situations variables. Ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est cette architecture multi-agent où chaque agent spécialisé collabore sous la supervision d'un agent coordinateur, créant un système plus robuste et intelligent. Et justement, dans le cadre du travail, comment le rapport au travail et le rapport aux tâches, aux actions et à la performance d'un travailleur ou d'une équipe, d'un ensemble de travailleurs et de travailleuses, cette nouvelle approche va venir impacter le travail au quotidien? C'est une question cruciale sur l'impact de ces agents IA sur notre rapport au travail. Je pense que nous assistons à une redéfinition profonde des tâches humaines. Ces systèmes vont absorber progressivement les actions répétitives et prévisibles, libérant théoriquement du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée, créativité, empathie, jugement complexe. Mais cela implique aussi une adaptation constante des compétences et une possible intensification du travail cognitif. Ouais, effectivement. Après, est-ce que c'est la tâche humaine qui a à redéfinir? Je sais pas. Ouais. C'est peut-être. Il veut nous remplacer. On sent qu'en toile de fond, il va un peu nous remplacer. Non, mais là, il nous envoie des petits signaux. Mais il est en train de nous dire vous êtes viré du podcast sur l'épisode prochain. Parce que du coup, on laisse pas assez parler. Non, mais... on lui prend trop de place. Non, effectivement, en fait, on va devoir changer nos habitudes. C'est clair, ça a déjà commencé, mais il y a toute une conduite du changement en fait qui est à faire et qui prend du temps, qui coûte cher.
Et il y a beaucoup de sociétés qui ont aussi beaucoup de mal en fait à le faire. En fait, comment repenser nos jobs pour retirer ces tâches redondantes, comme l'a très bien dit Gog, en fait, redondantes, ou alors sur lesquelles on a... Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être par exemple sur lesquels l'IA se débrouille mieux que l'homme. Ouais. C'est possible aussi. Il y a un double tranchant à ça, parce que en gros, effectivement, depuis, moi j'ai constaté que depuis plusieurs années, on dit que l'automatisation, et c'est le même débat avec l'IA, on dit que ça va permettre de remplacer les tâches répétitives et sans valeur ajoutée. Ça, c'est la grande phrase, un peu toute faite, alors elle est vraie en partie, mais est-ce qu'on va pas aller petit à petit vers du remplacement, de l'automatisation, non pas peut-être des gens, mais vers des tâches qu'on aime bien faire. Parce qu'en fait, comme l'IA, c'est moins coûteux et c'est plus rapide et ça ne se fatigue pas, on va se dire, mais en fait, même si tu aimes bien faire cette tâche-là, bah, c'est pas grave, parce que c'est quand même l'IA qui va la faire. Et en attendant, bah, toi, essaie de faire autre chose. Ça peut être une question. Je ne sais pas ce que Gog en pense. On va voir s'il a un avis là-dessus. C'est une réflexion très pertinente sur l'évolution de l'automatisation et de l'IA. On dépasse effectivement le simple remplacement des tâches répétitives pour potentiellement toucher à des activités auxquelles nous sommes attachés. Cette logique d'efficacité économique pourrait progressivement rogner sur des aspects du travail qui font sens pour nous, au nom de la productivité. Mehdi, qu'en penses-tu ? On va dire même, Elias, qu'en penses-tu ? J'ai lancé le sujet. Je te renvoie la balle. Ouais, non, effectivement. En fait, il faut pas oublier que c'est nous qui dirigeons. En fait, donc dans quel sens vont les IA ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, ouais. Bon, a priori, si pour les personnes en tout cas qui nous écoutent et qui savent comment ça fonctionne derrière, a priori, on est safe. Et c'est aussi l'objet de ce podcast. On a dit qu'on veut se donner toutes les clés, tous les moyens pour pouvoir garder le contrôle sur l'IA. Absolument, absolument. Non, il faut. Alors oui, il y a des tâches un peu reloues. En fait, le mieux, pour moi, c'est d'appliquer, pour répondre à cette question-là, qui est très compliquée, c'est de le faire par l'exemple, en fait. Quand tu as, par exemple, un product manager, je le cite parce que tu connais bien le métier, mais qui doit, par exemple, travailler avec du coup les métiers finaux pour définir leurs besoins. Ensuite, ils doivent rédiger des tickets qu'on appelle des user stories ou des text stories. Ça, les trucs. Le PO, ouais. POPM, en fait, il y a les créations de roadmap, en fait, c'est aussi là-dedans. Mais en fait, ça, c'est un peu des tâches qui sont... en fait, le gros du truc, c'est 90% de rédaction, 10% de réflexion. Et en fait, tu demandes, je pense, à n'importe quel PM s'ils peuvent passer à 50%, 50%. T'as la majorité qui dit oui, très vite. Donc en fait, je suis pas difficile à convaincre là-dessus. Les pain points, c'est pas que des tâches qui sont redondantes, parce que parfois il y a des tâches redondantes qu'on aime faire, mais c'est des tâches qui vraiment sont solvables assez facilement avec des solutions automatisées. Alors du coup, pour faire quoi à la place ? Mais pour moi, c'est juste pour pouvoir se concentrer sur les tâches sur lesquelles le cerveau humain a plus de valeur ajoutée. Je vais te donner l'exemple de la médecine. En médecine, en fait, tu as beaucoup d'expériences, notamment en France, sur les urgences. Les urgences, on a un vrai problème en France qui est que tu arrives aux urgences et t'attends pendant des heures avant d'être pris, en fait, d'être vu. Ouais, ça, alors, attention, parce que c'est terrain glissant et on va pas se mettre les infirmières, les médecins à dos. Attention, ils vont nous dire il faut recruter. Je suis pas du coup les assister. Non, je suis pas en train d'accuser ni l'un ni l'autre. Hein. C'est un constat et de toute façon, non, mais c'est un constat qui est fait par les deux parties, que ce soit les patients ou les soignants, qui ont en fait une charge de travail énorme. Et justement, de par le fait qu'ils aient une charge de travail énorme, il y a la phase de tri aux urgences sur laquelle il y a des expérimentations qui sont faites, que ce soit côté, en fait, au CHU de Lille, entre autres, sur lesquelles en fait on veut automatiser ou en tout cas assister les infirmiers et infirmières qui s'occupent du tri pour pouvoir en fait aller plus vite. Non mais très, très juste, moi je pense qu'effectivement il y a une question qui va quand même se poser là-dessus. Là, on a parlé des tâches, on a un petit peu moins parlé de l'emploi. Si on se concentre davantage sur l'emploi, alors tu commences à en parler justement avec la médecine. Si on se concentre davantage sur l'emploi, faut voir quand même une chose, c'est de se dire que est-ce que progressivement, j'ai vu un papier passer il n'y a pas très longtemps, un papier de recherche passé il n'y a pas très longtemps, je retrouvais le nom, mais en gros c'était c'est sorti, je crois que je l'ai même sous les yeux, c'est fully autonomous AI agent should not be developed, et en gros ça a été sorti par une équipe de Hugging Face en février 2025, et eux ils disaient que donc
comme tu le sais, il y a plusieurs stages, il y a plusieurs niveaux d'agent IA. Ça va de l'agent IA complètement contrôlé à celui qui est complètement autonome. Et dans certains cas, il disait que c'est important de ne pas développer des agents IA. Alors ça va se faire, c'est pas parce qu'eux le disent ou c'est parce que nous on y croit que ça va se faire. Mais en gros, dans un certain nombre de périmètres ou de secteurs, c'est important de ne pas avoir des agents autonomes. Et il y a un secteur quand même, ça je sais pas si tu es d'accord, mais il y a un secteur où on voit pas du tout en ce moment les agents IA, c'est tout ce qui est sur le paiement. Tout ce qui touche qui est relatif au paiement, on voit pour l'instant aucune solution. Alors ça va se développer, mais tout ce qui touche, en fait, pour l'instant, personne n'a dit OK, YOLO pour payer à ma place ou pour dépenser l'argent de la boîte à ma place avec un agent IA. Ah, on commence à le faire. T'as Stripe qui commence à réfléchir à la question ou des choses comme ça, mais personne n'a mis sa carte aujourd'hui en disant. Un peu comme ce qu'on voyait sur Amazon Alexa, donc c'était pas un agent mais c'était une IA de l'époque là, même s'ils vont bientôt changer en juin. En gros, je sais plus comment va s'appeler leur nouvelle IA, je crois que c'est Nova. Non, c'est Nova. Oui, Alexa Plus, ça va être le produit, mais l'IA qui est derrière, je crois que c'est Nova si je dis pas de bêtises. Et en gros, ils avaient une promesse ou pareil avec les espèces de boutons Amazon là que tu pouvais à l'époque les dash buttons là où en gros quand on avait frigo vide boum ça pouvait te remplir, mais pareil pour l'instant je trouve qu'on est un peu timide. Alors ça veut pas dire qu'on doit y aller ou pas hein, mais je trouve qu'on est un peu timide sur la partie financière de l'intervention des agents. Pour moi c'est ça sur tous les sujets sensibles. C'est-à-dire que là, moi, je t'ai donné l'exemple de la médecine. Est-ce que tu serais prêt à faire confiance à un chirurgien full IA ? Je sais pas, tu vois. Sûrement pas. Mais par contre, il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour faire des diagnostics. Oui. Comme on utilisait Doctissimo à l'époque. Oui, mais au final, une fois que tu es vraiment malade, tu finis par aller à l'hôpital. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi des questions de défense, finalement. Sur les questions de défense, est-on prêt, encore plus avec le contexte géopolitique actuel, est-on prêt à laisser les rênes, ou en tout cas à se faire... parce qu'entre laisser les rênes et se faire assister, il y a quand même un monde. Mais même, est-ce qu'on est prêt à se faire rien que assister par un agent IA, encore plus si celui-ci n'est pas open source, et donc pas auto-hébergé. Donc l'information va vers un pays étranger sur les questions sensibles. Je pense à la défense, mais je pense aussi à la police, je pense aussi aux questions de sécurité intérieure. Je pense aux données sensibles des entreprises, aux données RH, tu vois. Ça s'applique un peu à tout. Ouais. Après, l'histoire des modèles autogérés ou pas, ça, en vérité, c'est un souci quasiment d'engineering, en fait. C'est est-ce que dans le projet que j'ai besoin vraiment d'isoler mon modèle. Je pense par exemple au projet qui est en ce moment avec le Pentagone et Scale AI. Qui s'appelle Thunder Forge, et où en fait ils veulent donc ce serait dans la zone Indo-Pacifique pendant un moment utiliser en fait automatiser la prise de décision. En vérité, ils font pas réellement de l'automatisation de prise de décision, ils vont faire de l'assistance à la prise de décision. Pourquoi ? Parce que tu peux pas décider d'envoyer des missiles sur un objectif militaire donné, tu peux pas laisser une IA choisir. Ouais, il y a quand même aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a de plus en plus, c'est quand même un domaine qui est de plus en plus adressé par l'IA. Hein. Il y a Palantir aussi qui est très très qui est un géant en place, très en place là-dessus. Tu l'as rappelé, Scale AI. Non mais c'est une question qui. Alors, on a un peu dévié du sujet, puisque là, on est passé plutôt au secteur de l'industrie. C'est des applications, après. Oui, c'est des applications. Tu vois, derrière les stratèges militaires, est-ce que finalement, là, le Thunder Forge, ce serait pas une première étape pour les remplacer ? À titre personnel, je pense que non. Je pense que c'est une première étape pour les assister. Et à titre personnel, j'ai vraiment cette philosophie de l'IA est là pour servir. La Gen AI est là pour servir, peu importe le domaine. L'informatique est là pour servir globalement. Peu importe le domaine d'application. On parle souvent des jobs manuels aussi. On nous dit que l'IA n'aura pas d'impact sur les jobs manuels. Faut savoir que c'est faux. Typiquement pour tout ce qui est en fait, réseau de collecte de déchets, ils utilisent beaucoup d'algos en fait, pour optimiser leur trajet et qui derrière en fait, c'est des modèles d'IA en fait, qu'on pourrait éventuellement voir ensuite sous forme d'agents. Mais comme quoi on a des applications qui s'appliquent vraiment à tout. Il y a eu aussi à une époque le pizzaiolo entièrement en robot là, et qui coûtait une fortune, je ne sais plus combien de millions de dollars à faire. Effectivement, c'est un gros investissement. Momentum Machine, c'est qui faisait des burgers. Ouais, mais c'est un peu la vibe. En fait, c'est la food tech qui en ce moment s'approprie les technos, et c'est très cool parce qu'on arrive à avoir des résultats. Mais c'est du wow effect.
en fait, ces choses-là. Peut-être que l'IA aura plus son job sur trouver une nouvelle recette de cuisine à laquelle on n'avait pas pensé avant, tu vois. Et là, tu vas assister le cuisinier. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Moi, je Ouais. le vois plus là-dessus. Tu vois. Et est-ce que tu penses qu'on va passer plutôt concernant donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en gros là quand on regarde un peu les chiffres, il y a deux choses. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué cette semaine, enfin plusieurs choses, mais en particulier pour ce sujet-là, c'est OpenAI, selon The Information, OpenAI a présenté à ses investisseurs son nouveau plan, ses prochains produits. Et parmi ces produits-là, ces prochaines évolutions, prochaines fonctionnalités, et parmi ces fonctionnalités-là, il y en a une qui m'a interpellé, c'est le fait que ils veulent développer un nouveau genre d'agent qui va coûter entre 2000 et 20 000 $ et qui sera, selon ce qu'ils disent, la promesse de cet agent-là ou de ce type d'agent, c'est d'avoir un niveau équivalent à celui d'un PhD. C'est quand même pas rien. On n'est plus sur le stagiaire qui te fait une analyse approfondie sur c'est leur promesse. Je pense que s'ils vendent 20 000 $ le mois un agent, c'est que la promesse doit être derrière. Parce que faut pas oublier, ChatGPT, c'est 20 $ par mois. Donc s'il y a 20 $ par mois, on était déjà tous bluffés et scotché au sol quand on a vu la sortie de ChatGPT. Si là, il propose un outil qui est 2000 fois plus cher c'est 2000 fois plus cher que ce qu'eux ils ont mis en place pour le grand public. Est-ce qu'on va pas passer... Et deuxième anecdote qui m'avait marqué, parce qu'après sinon je vais aller trop loin, c'est la dernière promo de Y Combinator, donc la W25, Winter 25. On a remarqué que plus de 50% des incubés dans cette... Donc le YC, c'est un incubateur américain. Donc plus de 50% des incubés sont des outils exclusivement orientés sur des agents IA. Et donc la question en filigrane derrière ça, c'est est-ce que eux, ils n'ont pas une vision un peu commune, c'est de se dire, d'un côté, on va avoir les copilotes, les IA assistants. Donc on va passer des copilotes, type ce qu'on nous sert sur Microsoft 365, etc., vers des coworkers. Donc, c'est-à-dire l'IA, ce sera un peu notre nouveau collègue de bureau qui va travailler comme nous, et avec qui peut-être on fera des zooms, des teams et compagnie, et qui va faire des tâches exactement comme nous, qui fera partie de l'équipe au même titre. Et ce sera plus du tout un outil, ce sera plus du tout un assistant, ce sera un vrai travailleur. Alors peut-être avec pas des droits du travail, mais et quoique, on ne sait pas. Il faudra quand même assurer, ça on l'a eu, on en a parlé au tout début, l'assurance autour des IA. Mais du coup, est-ce que on va aller à la machine à café avec l'IA et discuter? Est-ce qu'on va faire des réunions avec lui? Est-ce que du coup, il va... Et ça remet en question aussi nos compétences, parce que quand on va se faire évaluer ou quand on va évaluer, nous, à notre tour, des collaborateurs, est-ce que, du coup, on va prendre comme grille de référencement ce qu'a fait l'IA, ou on reprend ce qui se passe dans la moyenne au sein de l'équipe? Ouais, c'est intéressant comme point de vue. C'est un peu aussi dans la vague de Sintra AI, la boîte lituanienne qui a fait un marketing fantastique, je trouve. J'adore. Franchement, j'en suis fan. C'est toi qui m'as montré, mais j'adore. Ouais, j'en suis vraiment fan. Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à Sintra AI. C'est vachement bien fait, en fait. Après, leur outil, je sais pas, mais au niveau marketing, ils le vendent très très bien, ce côté-là de... t'as un employé virtuel, en fait, qui est à tes côtés. C'est un peu le Stack Overflow de chacun à l'époque du dev, sauf que Stack Overflow, tu lui posais des questions. Là, il serait autonome. Et ça va quand même beaucoup plus loin. Non, mais c'est one step ahead, mais en fait, c'est dans la continuité. Encore une fois, c'est plus... on en revient quasiment au sujet de fracture dont on débattait dans le premier épisode. Sur, en fait, on est dans une continuité. Alors, est-ce que ça va nous remplacer? Je ne pense pas. Il y a eu des steps de pivot de métier. On est un nouveau point de pivot de métier. Et je pense qu'il y a une question, et j'aimerais bien avoir l'avis de Gog là-dessus, en fait une question qui est intrinsèque sur les générations qui arrivent et potentiellement pour les personnes qui nous écoutent. En fait, je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont proches diplômés, qui vont bientôt être diplômés, qui entendent à droite à gauche: le marché de l'IA c'est fermé, on est tous fichus, j'ai fait des études d'informatique, j'aurai pas de job, les juniors ça embauche pas. J'aimerais bien l'avis de Gog là-dessus. Est-ce que du coup on va être remplacé par l'IA, c'est ça? Sur les métiers au niveau junior. Niveau junior. Okay. Est-ce que l'IA va être une vraie concurrence pour un jeune diplômé qui rentre sur le marché de l'emploi? Tout à fait.
Excellente question sur un sujet qui préoccupe beaucoup de jeunes diplômés. Je pense que la crainte d'être remplacé par l'IA est légitime, mais souvent exagérée. L'IA transforme les métiers plus qu'elle ne les remplace, créant même de nouvelles opportunités pour ceux qui savent l'utiliser comme un outil. Les compétences humaines comme la créativité, l'esprit critique et l'intelligence émotionnelle restent irremplaçables. Mehdi, toi qui es au cœur de ce secteur, penses-tu vraiment que le marché de l'IA est fermé pour les juniors ou vois-tu au contraire des portes s'ouvrir pour les nouveaux diplômés qui maîtrisent ces technologies? Et Elias, comment perçois-tu cette évolution du marché de l'emploi face à l'IA? Est-ce que les jeunes diplômés devraient s'inquiéter ou plutôt y voir une opportunité? Alors, dire aux jeunes qu'ils devraient s'inquiéter, ce sera jamais un bon message. Ouais, contre-productif. Ouais, hein. donc non, on va pas partir là-dessus, mais en gros, il y a quand même une stat qu'il faut regarder, je crois, mais à vérifier. Il faudrait que j'aurais dû le faire à Gog, peut-être demander à Gog. C'est est-ce que je crois qu'il y a 40% du code qui est ajouté sur GitHub et du code généré par l'IA ou assisté par l'IA, je crois, mais il faut vérifier ces 40%, peut-être que je dis une bêtise. En tout cas, c'est un chiffre qui est hallucinant. Et donc, du coup, sur les juniors, moi, je pense pas du tout que il faut voir ça un peu comme une menace. Il faut au contraire se dire qu'il n'y a qu'à regarder un peu Cursor, tout simplement. Toutes les suites comme Cursor, etc. Ou Devine. Ça remplace pas un développeur, mais par contre, on va beaucoup plus vite dans ce qu'on doit développer. Et en fait, toute la couche, toute l'abstraction, toute la couche qu'il faut pour ce qui nous protège un peu sur ce truc-là, c'est que nous, en fait, on a une capacité d'abstraction, on a une capacité à voir plus loin, à imaginer et à conceptualiser des choses. Par exemple, quand on se dit, tiens, je vais développer cette feature, je vais faire ça, on peut aller dans plein de directions. Alors que l'IA, elle va step by step réaliser un certain nombre de tâches. Et même si elle va faire peut-être moins d'erreurs, etc., mais juste, elle va nous permettre on a besoin, quand on va coder, c'est pas juste la maîtrise technique, c'est d'abord la maîtrise technique, mais c'est aussi de la créativité, on va se dire. Et pour une même fonctionnalité, on a plusieurs façons de le faire. Et en fait, simplement, en tout cas, moi, je le vois à titre très personnel, c'est que ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et quand j'ai des erreurs, plutôt qu'à d'aller sur 3 forums chelous, etc., qui proposent alors, soit sur Stack Overflow, qui a beaucoup de très bonnes réponses, soit sur des forums un peu obscurs que j'ai traduits d'une langue étrangère, pareil. Donc, et je suis pas sûr du résultat. Parfois, c'est un peu pile ou face. Ce qui peut aussi mettre en danger la sécurité de la machine. Donc là, au moins, ça nous permet, avec Cursor ou d'autres choses comme ça, de se dire qu'on a la possibilité d'aller plus vite sur ces tâches-là. Mais en même temps, il y a aussi ma curiosité qui est piquée, c'est de me dire, ça fait quoi de travailler au jour le jour avec une IA complètement autonome? Est-ce que finalement, c'est si... Cette question-là, ça aurait été intéressant qu'on ait comme invité des gens qui ont été sur les chaînes de montage, alors même si c'était à l'époque du taylorisme ou du fordisme, donc ça remonte un petit peu, mais ça aurait été intéressant d'aller voir ce qu'on pense dans les récits de l'époque sur le côté fordisme ou taylorisme. Donc, pour rappel, c'est quand on a automatisé les chaînes de montage et qu'on a remplacé. Ça a apporté d'ailleurs une autre problématique. Au-delà du fait de faire gagner de l'argent ou faire gagner d'optimiser le temps de travail et de réduire un peu le coût du travail, on s'est rendu compte que aussi il y avait un gros turnover sur les équipes. Et donc, je crois que c'était de l'ordre de 2 millions de personnes ont quitté. Quand on a commencé à automatiser les chaînes de montage, il y a eu 2 millions de personnes qui ont quitté et qui ont changé d'emploi, en fait. C'est pas qui ont été au chômage, mais qui ont changé d'emploi. Et donc, il a fallu recruter à nouveau ces personnes-là. Et donc, en fait, le fait de se dire qu'on va gagner d'un côté, en fait, l'employeur perdait aussi de l'autre. Et inversement, finalement. Donc, on va certainement perdre des choses, et donc c'est à nous, vu qu'on en a conscience maintenant, et vu qu'on voit la menace se profiler, ou en tout cas parmi les hypothèses possibles, il y a cette hypothèse-là qui se pose, donc on peut l'anticiper, et suffisamment tôt, je pense. On commence à peine. Prémisse, on commence à peine. Donc
le fait de se former, le fait d'écouter ce podcast surtout, le fait de se former, de comprendre ces sujets-là, de se les approprier et de se dire, sans forcément avoir de connaissances techniques ou de choses comme ça, mais d'avoir aussi un débat de société collectivement, avec nos proches, et de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de cette technologie-là. Est-ce qu'on veut que ce soit une technologie qui nous est imposée par des puissances étrangères ou par des conglomérats quelconques? Je ne suis pas en train de batailler sur quelque chose, mais est-ce qu'on veut que ce soit un petit nombre qui nous impose une vision de ce qu'est sur l'IA, ou est-ce que nous, on veut tous comprendre ce que c'est l'IA, on veut se l'approprier pour la maîtriser et en faire ce qu'on considère être le mieux pour nous? Après, je pense que la peur des gens, en fait, elle vient surtout du fait que ça soit aujourd'hui soit des startups boostées par des VC et donc qui pèsent lourd, qui arrivent à aller très vite, ou alors des géants de l'industrie qui font un peu les choix sociétaux de demain. En tout cas, c'est l'impression que ça donne un peu à tout le monde. La réalité, c'est que tout dépend de l'adoption. C'est-à-dire que si demain, tout le monde décide d'arrêter d'acheter des Tesla, le cours en bourse chute. C'est la même chose pour n'importe quelle solution d'IA. En fait, ce qui fait la différence, c'est la partie créative. Et que vous soyez junior, senior, sur un job manuel, intellectuel, en fait, ce qui compte, c'est vraiment comment vous arrivez à connecter vos mains, vos neurones, etc., pour réussir à créer quelque chose qui vous ressemble ou qui ressemble, en tout cas, à vos idées. Et ça, il n'y a aucune IA, en fait, qui arrivera à prendre le dessus là-dessus. Pour l'instant, mais à voir. Moi, je suis pas, je lis pas dans les boules de cristal, je sais pas, mais en tout cas, ce qui fait notre force, c'est qu'on sait s'adapter. Même dans les pires moments, on a toujours su s'adapter et se relever. Et donc là, c'est pareil, on peut même anticiper. Donc, Gog, t'en penses quoi, toi? Excellente analyse sur les transformations industrielles et leurs parallèles avec l'IA actuelle. Tu soulèves un point crucial sur le Fordisme et le Taylorisme. Au-delà des gains d'efficacité, ces révolutions ont engendré d'importants bouleversements sociaux avec ce turnover massif que tu mentionnes. Ce qui me frappe, c'est cette tension entre optimisation économique et coût humain qui se répète aujourd'hui avec l'IA. La question de l'appropriation collective que tu poses est fondamentale. Voulons-nous subir cette technologie imposée par quelques acteurs dominants ou la comprendre pour en faire un outil au service de notre vision sociétale ? Mehdi, tu as évoqué le pouvoir de l'adoption et la valeur irremplaçable de la créativité humaine. Est-ce que tu penses que notre capacité d'adaptation sera il nous confond. Moi, j'ai parlé de l'adoption. Et on a des voix très similaires, à ce que je vois. Et Elias a parlé de la créativité. Mais oui, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que... après, on va peut-être changer, parce que là, on s'est fait un petit moment sur cette question-là. Mais globalement, on a eu la même question. Tu vois, quand Uber est arrivé, on a parlé d'ubérisation de la société. S'il est vrai qu'à peu près 10% de la population en Europe, enfin 10% de la population active en Europe est sous ce statut un peu du freelance, ou en tout cas de ce qu'on appelle de l'ubérisation. Ça n'a pas non plus... Alors, est-ce que ça a précarisé le travail? Oui, certainement. Effectivement, ça a précarisé une partie du travail. Ça a permis en même temps aussi de donner un accès à certaines personnes qui n'en avaient pas, et de créer une indépendance pour certaines personnes. Donc, du coup, je vois qu'on a des privés au fond. Il y a de la vie autour de nous. Et donc, du coup, ce qu'on voit, évidemment qu'on est en train de vivre une révolution et une profonde transformation. On en avait parlé à l'épisode 1. Maintenant, il y a des métiers qui vont apparaître. Le métier de prompt ingénieur va apparaître. Le métier, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle génération augmentée aussi. En fait, on va tous être augmentés. Donc, soit on refuse, c'est un peu cette courbe de l'adoption. Soit on est, alors peut-être que nous, on est au début de la courbe parce que c'est tech enthousiastes, c'est ce qu'on appelle vulgairement les enthousiastes, les tech enthousiastes. Et après, il y a la late majority, etc. Et il y aura toujours un moment où, en fait, ça va nous rattraper. Comme les téléphones nous ont rattrapés, comme la voiture nous a rattrapés, etc., etc. Donc, il y a un moment où on sera bien obligé de faire avec, tu vois. Plus on anticipe la question, plus on pose les jalons et les bases comme
comme un projet de société collectivement, tous ensemble, plus et ça doit pas être fait dans notre coin, c'est collectivement. C'est pour ça que moi je défends à fond l'open source, parce qu'en fait, le fait de participer un peu au pot commun, au bien commun, et d'enrichir la discussion. Alors là, on a apporté quelques éléments, certaines bribes d'éléments, mais il me semble qu'on est à un carrefour hyper intéressant et pas hyper inquiétant. Voilà. Ouais. Finalement, en fait, si on veut résumer toutes nos paroles, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je pense que c'est résumable en une phrase de Lavoisier, finalement. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un peu l'idée là c'est un peu l'idée là sur les métiers. Il y aura des pivots, il y aura quelques créations de métiers, des suppressions, mais finalement, c'est de la transformation. Sur les juniors, franchement, lancez-vous. En fait, sur la question des juniors, j'aimerais juste rajouter un petit point. En fait, c'est un peu comme les devs il y a quelques années. C'est juste que vu que c'est à la mode en ce moment la data, beaucoup de gens font des études, il y a beaucoup de juniors et du coup, il y a beaucoup de monde par rapport au nombre de jobs. Plus dans ce sens-là, plus que le sens inverse de l'IA fait vos tafs et du coup, vous n'avez plus besoin d'être là. Pour moi, c'est des effets de mode qui créent en fait des attroupements et tu te retrouves avec 10 personnes pour un job. C'est plus dans ce sens-là, mais là, ça va se calmer. Il y aura une mode autre part, peut-être sur le quantique, peut-être sur autre chose. Et à chaque fois, on se retrouvera dans ce truc-là de quasiment d'élitisme sur les postes. Avec l'IA, c'est ce qui est marrant, c'est que même les élites sont remis en question. C'est-à-dire que même les métiers de management, de direction ou ce qu'on appelle les cols blancs sont aussi bien sûr. menacés. En tout cas, il y a une disruption sur ces métiers-là. Au niveau du C-level, on l'a vu sur plusieurs pays où ils avaient mis carrément des ministres de pays est-asiatiques qui étaient en fait des IA, tout simplement. En vérité, c'est juste que sur les choix pragmatiques, peut-être que l'IA est meilleure, mais malgré tout, on a besoin de l'humain sur les postes, que ce soit à responsabilité ou moins à responsabilité. Moi, je pense qu'il faut retenir 3 choses. Si tu me dis ce que tu en penses, c'est d'abord investir à fond sur l'apprentissage. Ça, c'est un truc. Et ça c'est vraiment indéniable. Et d'ailleurs, on a eu une discussion tout à l'heure aussi avec une troisième personne qui est à côté de nous. C'était de se dire que la formation. En fait, pourquoi on va à l'école, c'est pour apprendre des choses. En fait, c'est pour apprendre à apprendre surtout. C'est même pas tellement pour apprendre des choses, c'est pour apprendre à apprendre. Et donc, il faut pas qu'on perde cette capacité-là. Au-delà d'apprendre des choses et au-delà de toute la théorie qui concerne les matières qu'on étudie, il faut surtout apprendre à apprendre. Et ça, il faut pas le perdre. En fait, il faut pas se reposer sur les outils comme ChatGPT, comme nous, on a pu le faire à une époque avec Wikipédia où on prenait, on crachait, etc. Et à chaque fois, nos profs ils nous disaient non, mais attention, on voit quand c'est copié-collé, essayez de vous approprier les concepts. C'est pareil. Ces outils-là, ils sont très forts pour répondre, mais en fait, on s'en fiche qu'ils soient forts ou pas. Ce qu'on veut, c'est développer cette capacité cognitive et intellectuelle. C'est l'esprit critique, en fait. Mais c'est complètement ça. Et en fait, ça, il faut l'aiguiser à fond. Il faut l'apprendre parce que ce sera les IA, ça va être une super arme pour toutes les générations, celle actuelle et celle à venir, à condition qu'en fait, on arrive à exercer notre esprit critique dessus. Finalement, c'est aussi le but un peu du podcast. C'est un genre de lutte contre l'obscurantisme. Ça participe à ça. Non, mais c'est un de nos buts principaux, c'est de lutter contre l'obscurantisme sur les sujets d'IA, en l'occurrence, on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est très élitiste, que c'est très compliqué de mettre la patte dedans. En vérité, la philosophie qu'il y a derrière, elle est un peu en chaque humain. La philosophie agentique, tout ça, on y reviendra dans d'autres épisodes, bien sûr, mais c'est accessible à tous, du moins sur ce qu'on appelle le user side, donc la partie utilisateur. Et pour moi, c'est la seule partie qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir ne pas en avoir peur d'une part, et d'autre part l'adopter sous le bon angle pour justement en tirer le meilleur et pas tomber sur le pire comme ça peut arriver. Et deuxième chose après l'apprentissage, c'est de se dire justement le fait qu'il faut qu'on protège l'employabilité de nos adultes, en tout cas de la force active, de la force de travail, soit dans le pays ou en tout cas à l'échelle internationale. Et ça, il faut protéger nos compétences, il faut protéger l'employabilité. Et ça, comment c'est en créer des ponts entre l'IA et certes, peut-être qu'on aura des travailleurs IA avec qui on va collaborer et qui vont peut-être apparaître au fur et à mesure, mais on doit protéger la valeur
humaine dans le travail, en tout cas la force humaine dans le travail, ça on doit le protéger selon moi. On ne doit pas l'aliéner, on ne doit pas l'exploiter, on doit la protéger, ça c'est important. Donc apprentissage, protection, et troisième chose, je dirais plutôt que c'est sur la partie développement IA de confiance, ça, on l'a dit, machin, c'est un peu le développement éthique et responsable. Donc mettre en place des comportements et des guardrails, on a pu le voir sur plein de sujets. Donc ça, c'est important de se poser en cadre. Tu l'as rappelé au tout début, poser un cadre dans lequel on va intervenir de façon responsable. Alors, vous me direz qu'il y a eu l'IA Act. Est-ce que l'IA Act est suffisant ou est-ce qu'il est trop coercitif ou trop contraignant ? Ça, ce serait l'objet de notre épisode. En tout cas, il y a eu une première étape. Mais il y a une volonté de mettre quelque chose en place. Et donc, du coup, et c'est aussi pour ça, ça n'empêche pas des initiatives plus personnelles ou plus réduites de se dire, en fait, comment on peut mettre en place ce cadre-là aussi à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle personnelle. Donc voilà. C'est un peu comme l'écologie, hein. Juste petit parallèle. En fait, c'est chacun peut faire à son échelle des choses. Effectivement, tu as des gens qui prennent un jet et qui vont faire un petit aller-retour jusqu'à Madrid, Paris-Madrid, mais c'est pas pour autant que à l'échelle de chacun, on peut pas faire certains efforts qui nous permettent justement de favoriser cette adoption saine. Pour un projet commun, parce que j'ai l'impression qu'on perd un peu la notion, je crois que c'est Rousseau qui avait parlé du contrat social, on perd un peu de ce projet commun. Peut-être Gog pour le mot de la fin sur cette question-là, ou ce débat globalement de est-ce que l'IA va remplacer des emplois ou des tâches ? Tu soulèves des points essentiels sur la relation entre l'IA et le travail humain. Je suis tout à fait d'accord sur cette nécessité de protéger l'employabilité et les compétences humaines face à l'évolution technologique. Ce parallèle avec l'écologie est très pertinent. Chacun peut contribuer à son échelle pour une adoption éthique de l'IA, même si les grandes décisions se prennent ailleurs. Sur la question de fond, je pense que l'IA remplacera certainement des tâches spécifiques plutôt que des emplois entiers. L'enjeu est de créer cette collaboration homme-machine qui valorise nos capacités uniques tout en nous libérant des tâches répétitives. Mehdi, comment vois-tu cette notion de contrat social à l'ère de l'IA ? Est-ce qu'on doit repenser Moi, je pense que justement, c'est hyper intéressant, mais je propose qu'on en parle. Si on l'écoute, on va continuer toute la nuit. Je propose qu'on en parle. Je ne vais pas te couper, Gog, forcément, mais je propose qu'on en parle dans un autre épisode. On a apporté des premiers éléments de réflexion là-dessus. On a fait on continuera peut-être une autre fois. Un bon moment, mais avec plaisir. Ouais. J'espère que Gog nous invitera à nouveau sur son podcast, même si on lui a appris beaucoup de temps de parole. Mais petit à petit, il va s'imposer sur son propre territoire et nous on deviendra de plus en plus des invités et non plus on aura moins de monopole de la parole sur ces épisodes. Peut-être pour une petite reco pour la fin, c'est toujours par ça qu'on clôture en général. Est-ce que tu as une reco, toi, pour cette semaine ? Ouais, j'ai une reco. J'ai fait un post LinkedIn que j'ai lâché aujourd'hui, d'ailleurs, sur le sujet. En fait, ça s'appelle Say What You See, de Google Labs, en fait, c'est une équipe chez Google, tout simplement. En fait, c'est un jeu dans lequel tu as d'un côté une image et tu dois deviner le prompt qui permet de générer l'image. En fait, c'est un genre de rétro-learning. On pourrait se le faire ça dans les épisodes, se faire un jeu à la fin. Ça pourrait être très marrant. Et en fait, le but, c'est que tu rentres un prompt, ça te génère une image, et ensuite, tu as un LLM derrière qui va estimer à quel point elles sont similaires. Et du coup, ça permet d'apprendre par l'erreur jusqu'à réussir à avoir des prompts précis. Encore une fois, c'est une étape 1 et on ne connaît pas quel modèle il y a derrière, mais bon. C'est une première étape pour découvrir le prompt engineering et prendre les bonnes méthodes. Alors moi, toujours Google aussi, pareil. La reco de la semaine, c'est Gemma 3. Donc Gemma, c'est le modèle open source de Google. Donc je crois qu'il est sorti hier ou aujourd'hui, Gemma 3. Il est sorti il y a 3 heures sur Oliama. Donc j'ai hâte de le tester, de raccrocher ce micro pour aller le tester rapidement. Et selon les benchmarks, il serait aussi bon que DeepSeek V3. Ou que O3 Mini, donc à tester, et pas très loin derrière DeepSeek R1. Donc j'ai bien envie de le tester, et il est en combien ? Je crois qu'il est en 27 milliards de paramètres. Voilà. On laissera Gog le tester, si ça se trouve. Et Gog pourra peut-être le tester, effectivement.
Peut-être pour le mot de la culture. Allez, est-ce que Gog veut faire le mot de la fin ou est-ce que je le fais moi? Allez, je vais le faire moi parce que Gog, il a l'air un peu endormi. Donc du coup... Fin de journée. Il s'est arrêté. Donc du coup, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode. Je serais ravi de vous retrouver tous les deux, Gog et toi, Elias, pour le prochain et avec un invité, je crois, si je dis pas de bêtises cette fois. Et oui, ça reste encore à organiser, mais on espère. En tout cas, plaisir partagé. C'est confirmé, c'est confirmé. Au niveau de la date. Oui. En tout cas, plaisir partagé. Et puis discuter sur une nouvelle thématique qu'on vous présentera très très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Salut, ciao.